football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, welcome to the zone, bienvenue dans la zone. Nous sommes à la mi-temps de la confrontation entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, la mi-temps de la demi-finale. On rappelle qu'on tourne cette émission 24 heures après la demi-finale allée de Ligue des Champions opposant le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain. On rappelle victoire 1-0 pour les Allemands. On était obligé de faire une émission particulière pour cette rencontre, pour débriefer cette demi-finale. Et on est bien accompagné, les honneurs habituels, Jonathan Bellin, capitaine Bobo. Comment ça va, messieurs? Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va. C'est un sourire de façade ou pas? On est Non, ça va. prêt pour le retour. Ah, mais il y a... Ouais, Il y a le Ricky. retour d'un Zona, Ricardo Fati. Comment ça va, Ricky? Bonsoir messieurs, très bien, merci. Hein. Tu nous as manqué, hein. Ah ouais. Franchement, Alors, Je suis pour content d'être revenu. Ouais, et puis pour une occasion particulière. Alors on rappelle quand même, ça fait plusieurs fois que tu dois venir, à chaque fois concours de circonstances et tout. Ça y est, tu es bel et bien là et on est très très content. c'est l'homme Ligue des Champions du Paris Saint-Germain de la zone. C'est vrai, C'est vrai. t'en as fait C'est vrai. plusieurs. Là, de tête, il y avait quoi? Il y avait après Là, c'est- Milan AC, je crois. Après Milan, je crois. Non, mais non, justement, je devais venir pour les huitièmes, je n'ai pas pu. Pour les quarts, j'ai pas Blessé, pu. suspendu. Ouais. Suspendu pour les Blessé, ça, évidemment. Ça devait être ça, certainement. Désolé. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Grosse équipe donc pour nous accompagner pour cette émission débrief de demi-finale Ligue des Champions. On y va, on lance l'émission? C'est parti. Let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet, messieurs, question toute simple, comment vous avez trouvé ce match? On rappelle, victoire 1-0 pour les hommes, les joueurs du Borussia Dortmund. Bobo, comment est-ce que tu as trouvé ce match? Voilà, une rapide réaction. Bobo, c'est toi, hein, je crois. Non, ah, mais du coup, J'ai dit Bobo ou Jo? il fait des passages. Tu sais, il fait des Ah, passages. désolé, ouais, bah, excusez-moi. Regarde, Bah, Alexis, qu'est-ce que tu as pensé Non. de ce match? Ronick. Non, je suis arrivé sous la pluie à vélo, c'est peut-être pour ça. Faut que je me mette Du aussi coup, dans mon match. Ouais, je suis un petit diesel. C'est je suis un Jo, petit c'est diesel. moi qui dois Bobo. répondre. Peu importe, Bobo, alors vas-y Bobo. Assez frustrant. Assez frustrant parce que on en ressort un petit peu avec un goût un peu chelou où tu te dis que dans un contexte où on n'a pas été bon, on aurait pu faire mieux. Donc c'est un peu bizarre. Mais d'un autre côté, j'en ressors pas trop mat. Ok. Voilà, pas trop traumatisé. Le match, il va arriver vite, le match retour. Donc c'est j'ai déjà- déjà hâte d'y être en fait. Ouais, on tourne le lendemain, donc c'est dans un petit peu moins d'une semaine. Ricky, est-ce que, d'un point de vue global, est-ce que tu as eu l'impression d'assister à une vraie demi-finale de Ligue des Champions? Est-ce que c'était une rencontre d'un niveau de demi-finale de Ligue des Champions pour toi? Ouais, totalement. Moi, franchement, quand je regarde ce match vraiment de manière neutre, hein, vraiment détaché, Ouais, ouais. j'ai assisté à un match plaisant. Moi, j'ai pris du plaisir vraiment à voir ce match. Alors, tout n'a pas été parfait. Hein. De toute façon, je pense qu'on va parler avec Jo. Jo, il me regarde avec ses yeux. Il a des petits couteaux dans les yeux. Ouais. C'est clair. Mais non, pour moi, c'était un match plaisant. J'ai vu un Dortmund étonnamment performant. Je pense même qu'ils ont super-formé, on va en parler. Mais en tout cas, non, pour moi, c'était un vrai match de demi-finale, hein, de Ligue des Champions. Avec l'atmosphère, tout ça, c'était vraiment un match intéressant. Atmosphère de malade. Hein. Le mur Ouais. jaune au début, j'étais... Ils arrivent à banaliser Énorme. l'exceptionnel quand même, c'est ça qui C'était est fou. exceptionnel. Ouais. Du coup, j'allais dire Bobo, pas du tout. Ah Jo, non, alors. Jo, est-ce que... Non, moi, j'ai trouvé ça caricatural du Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai trouvé que chaque trait ont été un peu surlignés, ce on espère ne pas voir est tombé, que ce soit Luis Enrique, que ce soit les latéraux, que ce soit les trois devant, chacun individuellement. J'étais un peu... Tout ce que je voulais pas voir est arrivé. Dembélé en 10, enfin tout. Les rentrées. Mais non, mais c'est Luis Enrique. Bah justement, on va décortiquer ce match par points clés. Le premier, ça concerne l'attaque parisienne. Voilà, venons-en en fait. Un trio offensif que beaucoup avaient demandé, qu'il avait aligné lors du quart de finale retour contre le FC Barcelone. Barcola, Dembélé, Mbappé. Question très simple, Bobo, pour toi, ont-ils été au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions, j'insiste? Bon, non. Sinon on sort pas de ce match-là avec ce sentiment. Si tu dois faire un peu de l'individuel sur chacun d'entre eux, je pense que Barcola s'en sort très très bien. Enfin, je trouve qu'il est au niveau où on l'attend finalement. Enfin, on l'attend maintenant parce que je l'aurais pas attendu. Je l'aurais pas attendu à ce niveau-là au début de la saison. Je trouve qu'en tout cas, il était intéressant dans tous les 1 contre 1 et quand il a fallu aller gagner des duels et apporter
apporter du danger. C'est au moins sur son côté que ça arrivait. Après, la disposition tactique, finalement, avec Dembélé qui était en 10, j'ai trouvé qu'il n'avait pas assez pesé sur le jeu et que c'était pas là où finalement il était le plus dangereux pour nous. Et puis Mbappé, là pour le coup, compliqué d'exister, je trouve quand même pour lui hier soir. Donc à part Barcola, que j'ai trouvé, je trouve que encore une fois, à l'âge qu'il a et ce qu'il arrive à faire, et semaine après semaine, moi je l'ai trouvé assez performant. Ouais, parce que c'est quasiment sa première saison pleine pour Bradley Barcola. On rappelle qu'il avait un rôle de remplaçant de Joker de luxe quand il était du côté de Lyon. Je t'ai vu écrire quelques petits mots et surtout rentrer un peu, pas dans l'art, mais bon, t'avais pas l'air très d'accord avec Boris sur Barcola. Je trouve que les trois, individuellement, c'était très insuffisant. Je parlais de caricature, mais Dembélé, il a vraiment... devant le but, c'était n'importe quoi. Et c'est vraiment sa caricature à lui, je trouve. C'est vraiment une finition, mais dramatique. Après, Barcola, je n'ai pas trop vu de fulgurance. J'en ai vu... ça m'a manqué, je trouvais. Je trouvais qu'il a manqué de situations au pluriel, tu vois. Même s'il est passé 1 ou 2 fois. Ouais, il est sorti tôt après dans le match quand même. Il y a un truc, c'est qu'une de ses forces, on l'a vu sur les dernières semaines, c'est quand il arrive à prendre de la vitesse, qu'il est lancé, qu'il va apporter de la profondeur. Face à un bloc bas, moi j'ai trouvé que finalement il apportait quand même des solutions, tu vois, ou aller créer des brèches, et que c'était quand même le seul, tu vois, qui mettait un peu à mal le bloc justement de Dortmund, qu'on avait du mal à contourner, où on avait du mal justement à les étirer. À chaque fois qu'il a été provoqué, il s'est passé des trucs. Il n'est pas passé à chaque fois, mais en tout cas, je crois que c'était lui le plus intéressant finalement. Mais après, oui, Mbappé, c'est quand même compliqué. On parle d'un top 3 ballon d'or quand même. C'est ça. Après, c'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce qu'on est en droit d'être... Même s'ils ont plus ou moins fait le même match, donc d'une manière un peu décevante, est-ce qu'on est en droit même d'être un peu plus déçu de Kylian Mbappé pour une rencontre d'une telle ampleur? Oui, quand on place le contexte du match, ça reste une demi-finale de Champions League. Donc bien sûr, on attend le leader technique faire la différence. Après, il a montré des choses intéressantes, même si il a été pour moi étouffé par la défense de Dortmund. C'était compliqué pour lui. Et de toute façon, Jo l'a bien souligné. Je pense que Luis Enrique, il n'a pas identifié. Il n'a pas fait les ajustements adéquats pour permettre à Kylian de se mettre dans les meilleures dispositions. Il y a ça aussi qu'il faut aussi mettre en ligne de compte. Mais c'est vrai que force de constater, si on s'en sort avec 0 but, même s'il y a eu les doubles poteaux, les occasions, tout ça, quelques situations, c'est trop insuffisant. La première mi-temps, 0 tir cadré. Ah oui, c'est trop insuffisant. C'est ça qui est dingue. Mais tu disais les ajustements, que Luis Enrique aurait dû peut-être faire un peu plus tôt les ajustements concernant Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors, selon toi, avec Mbappé? Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que Kylian, il était pas esselé devant, mais il était vite pris dans l'entonnoir vraiment de la défense. Il a du mal à se dépêtrer un peu du marquage ou du pressing intense que faisait Hummels, qui a très bien joué. Hummels, il jouait l'homme, et Stolberg, il jouait... Stolberg, il était là, il colmatait un peu les brèches, il était là pour anticiper. Moi, je pense qu'on aurait dû mettre, justement, on parle du numéro 10, on aurait peut-être dû mettre, pour le coup, aujourd'hui, mettre Kylian dans une position un peu plus reculée, qui part un peu plus loin, ou le mettre à gauche, simplement. En plus, il fait un changement, il met Colomoni, mais il met Colomoni à gauche. C'était assez étrange. Moi, ce qui me dérange, c'est de vouloir absolument avoir la possession du ballon. Tu vois, dans un match à l'extérieur comme ça, tu te fais presser, tu ressors le ballon, et tu joues pas en attaque rapide. Moi, j'ai pas vu ça en première mi-temps. J'aurais aimé, à partir du moment où tu défends bas, tu te fais presser pendant 20 minutes, de partir en attaque rapide sur les Barcola, sur un Dembélé qui va jouer à droite, qui va bouffer la ligne et qui va provoquer en permanence, ce qu'il a fait un peu plus en deuxième mi-temps. Et j'aurais aimé voir ça d'entrée. J'aurais aimé ne pas voir Dembélé se faire tamponner par Emre Can et gagner le duel du numéro 10 sur la sentinelle basse, tu vois. J'aurais aimé que... Je sais pas, il fait le malin, Luis Enrique. Bon, après, je pense que c'était... Excuse-moi, Alex, je pense que c'était aussi voulu par Dortmund. Ils étaient en bloc assez bas, c'était vraiment très compact. Ils défendaient bien aussi, donc forcément, Paris devait faire le jeu, j'imagine. Enrique le pensait comme ça, et on le voit, dès qu'il a commencé à mettre des mêlées plus centrales, il cherchait un peu des décalages entre les lignes, et finalement c'est Dortmund qui a réussi à gagner ce petit jeu-là. Mais justement, on disait que Luis Enrique devait capitaliser un petit peu sur sa formule face au FC Barcelone, et donc rester sur ce 4-3-3 avec Mbappé plutôt axial, Barcola et Dembélé sur les côtés. Là, on a vu, en tout cas dans une phase un peu défensive, qu'il avait mis Ousmane Dembélé dans un rôle un petit peu plus axial.
Voilà, est-ce que c'est à tort, à raison? On a dirait- vu ce qui n'a pas fonctionné à l'aller à Barcelone ne pas fonctionner encore à Dortmund. On a vu exactement la même chose. La façon de jouer de Dortmund a été la même que Barcelone au Parc. Et la réponse de Luis Enrique a été faite à la mi-temps, quoi. Il n'y a pas eu de... Pour moi, il a fait la même erreur qu'il a fait au Parc contre Barcelone. Ils se sont fait aspirer, le but qu'on prend. C'est le même, c'est la même idée, la même philosophie de jeu que Barcelone avec Lewandowski qui joue point d'appui. Sauf que là, il a pris la profondeur, Füllkrug, et voilà. Bobo, c'est pareil. est-ce que tu arrives un petit peu à expliquer pourquoi Luis Enrique il changeait beaucoup de compos. Là, il a gardé les mêmes 11 joueurs, son 11 team, mais pourquoi est-ce qu'il s'obstine un petit peu à souvent changer son système de jeu? Est-ce que tu arrives à trouver une raison? J'ai l'impression que finalement, il essaye quand même de s'adapter à s'adapter à l'équipe qu'il a en face et pas toujours d'imposer quelque chose. On avait le sentiment quand même hier que la volonté de placer Dembélé là, c'était aussi pour être dans la zone de Can et tu vois, et là, et plus de le penser de manière défensive. Tu vois, il l'a pas mis là pour aller lui faire du mal, il l'a mis là pour l'empêcher de relancer. Ouais. Et du coup, on prend un peu le problème à l'envers. C'est si, soit tu as les ambitions de faire ce que tu as envie de faire et tu mets les joueurs à leur poste pour qu'ils fassent mal à l'équipe adverse, soit tu t'adaptes, mais d'un autre côté, ça veut dire que quand tu es en possession du ballon, bah, tu n'es pas forcément dans les meilleures conditions pour l'utiliser. Donc, moi, je suis assez admiratif de son travail à certains moments, et puis à d'autres moments, en fait, j'ai du mal à comprendre. Alors, j'imagine que c'est parce que je n'ai pas joué à ce niveau-là, je connais peut-être pas aussi bien le foot que tous ces gens-là. Et Ricky, peut-être que tu nous diras un peu mieux si tu comprends mieux les choses, mais après, il y a toute une partie, tu vois, genre, je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a une partie gestion des émotions qui est hyper importante pour lui sur des doubles confrontations. Donc j'ai l'impression qu'il se permet de tenter des trucs toujours avec le coup d'après, il y pense quand même parce que tu vois là aujourd'hui je lisais il met pas contre Salo Ramos parce qu'il se dit que finalement il vaut mieux rester à 1-0, tu niques pas tes chances pour le match retour. Tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il est sur un truc de gestion. À chaque fois, il ne gère pas qu'un match quand il en gère un. C'est qu'il pense déjà au match d'après. Moi, je pense déjà que... C'est mon avis personnel, hein. C'est vraiment mon opinion. Je pense qu'il a été surpris, par l'intensité mise ou la surperformance justement des joueurs de Dortmund. Mais c'est un problème, alors, ça. Voilà, oui, comment est-ce qu'arrive en demi-finale de Ligue des Champions, alors, on peut encore être surpris? Non, mais en fait, je pense qu'il s'attendait au contexte, il s'attendait vraiment à un match compliqué, mais pas de cette manière-là, parce que Dortmund, ils ont réussi à poser des problèmes. Sancho, il est sorti de sa boîte. Il a fait un match extraordinaire. Il a sorti de sa boîte. C'est Mendes qui a ouvert la boîte pour c'est vrai. Non, mais après, à Sion, je pense qu'ils ont trouvé certains décalages que je pense que Luis Enrique n'attendait pas. Par exemple, sur le côté gauche de Dortmund, il était ultra performant. Hakimi était un peu livré à lui-même. Mais là, tu vois, je suis pas d'accord parce que justement, le fait de mettre Warren Zaïre-Emery milieu droit défensivement, c'est justement parce qu'il s'attendait que ça soit compliqué sur ce côté-là. Puisqu'il a mis Dembélé un peu un rôle un peu justement que Zaïre demi-espace aille aider Hakimi, tu vois. Mais c'était pas suffisant parce que quand Maxen arrivait de plus loin, de plus bas, c'était plus compliqué de Zaïre de se décaler, de se porter pour aller aider, on va dire, Hakimi. Et en fait, tout ça, je pense qu'il a... La vérité, encore une fois, c'est mon opinion, mais je pense qu'il n'a pas su l'analyser. Il a été surpris par ce genre de mouvement de Dortmund. Et derrière, en fait, après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas su ajuster vraiment de manière adéquate. Il a fait des changements qui n'ont pas fonctionné. Après, je rejoins Boris sur le fait qu'il pense aussi au match retour. Il s'est dit, bon là, je pense que ça peut être compliqué. Bon, on va rester un peu dans cette situation-là. On va garder le 1-0 ou le 0-1. Et puis on va repartir au Parc avec deux dispositions. Après, bien sûr, ils ont voulu marquer, mais sans se mettre en difficulté. J'ai pas eu l'impression que pour lui c'était primordial de chercher le nul. Je suis d'accord. Après, pour moi, Luis Enrique, il y a deux trucs. Il y a l'aspect mental, calinothérapie, s'occuper des mecs qui sont en difficulté, comme Colomboigny, on a vu au dernier match. À la fin du match, il va lui parler. Ça, c'est fantastique. Et il a fait de joueurs qui n'étaient pas extraordinaires des joueurs quasiment extraordinaires comme Vitinha, comme Barcola, comme Warren Zaïre-Emery. Tous ces joueurs-là ont beaucoup progressé. Maintenant, je trouve que dans l'approche d'un match comme celui-là, tu tentes pas des trucs. Tu vois, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. D'accord. Et j'ai l'impression que comme un Guardiola, ils peuvent pas s'empêcher de vouloir tenter des trucs
Alors c'est dans leur façon d'être, certainement. Ouais, tu je vois. pense aussi. Et chacun est combiné, il n'y a pas de problème. Il y a un mais problème pour d'ego. moi, c'est une erreur. Est-ce que tu penses sur le style de coach comme ça, tu évoquais Pep Guardiola, Luis Enrique aussi fait partie de cette trempe-là, est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'ego? Je pense que dans ce club, il y a un problème d'ego. Je pense que les joueurs, ou en tout cas une grande partie des joueurs, sont arrivés trop confiants et se sont rendus compte qu'en fait, il y avait peut-être un souci, tu vois, et ont été surpris par Dortmund, ce que tu disais pour l'aspect tactique de Luis Enrique. Et je pense que Luis Enrique aussi, il est arrivé un peu trop tranquille, quoi. Je te vois. Ouais, parce que je sais pas si je serais si tranché sur la question de on a trop d'ego. Moi, on en a déjà parlé ici, et moi j'ai l'impression que c'est aussi une équipe qui apprend, qui était très inexpérimentée au début de cette Ligue des Champions. Avec... Non, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont, je leur dis encore une fois, qui sont très jeunes, et qu'à chaque fois, tu vois, on a des... Le premier match, il est un peu compliqué. Tu vois, on a du mal à prendre la mesure de ce qu'il faut faire, etc., de son adversaire. Et heureusement, sur la double confrontation, pour l'instant, ça a souri, tu vois, sur le retour. Mbappé a de l'expérience, quand même. Ouais. Mais même à Dortmund, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'expérience. Il y a énormément de joueurs de seconde zone qui Füllkrug, Schlotterberg, et qui sont des... C'est pas je suis pas dans le comparatif entre Dortmund et Paris en disant Dortmund a plus d'expérience. Mais pour autant, je trouve qu'il y a toujours une gestion, tu vois, émotionnelle il y a quand même des joueurs de qui ces ont matchs-là. beaucoup d'expérience, on se rend pas. Ouais. Dembélé champion du monde, Mbappé champion du monde, Marquinhos, je sais pas combien de matchs il a de Ligue des Champions. Hakimi, Donnarumma, c'est des joueurs, la moitié de l'équipe ont énormément d'expérience. Il faut le dire quand même. Tu vois. Ouais, mais en Ligue des Champions, tu vois, qui a déjà gagné la Ligue des Champions dans cet effectif-là? Mais Dortmund non plus, c'est pareil, on va revenir au même endroit. Ouais, mais Ils se plantent tout le temps. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais après, je sais pas si c'est de l'ego. En tout cas, je suis pas persuadé que ça soit un truc où ils arrivent trop confiants. Je sais pas. Moi, je pense qu'il manque c'est pas une grande équipe et on parle d'expérience, mais c'est peut-être pas le bon terme qu'on utilise, tu vois aussi. Mais tu vois, il faut être un peu plus intelligent, il faut être plus malin, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est ça. Tu vois que c'est compliqué. Bah, tu vas juste jouer un cran plus bas et les attraper en attaque rapide. Tu vois qu'ils ont les caravanes, les mecs derrière. Tu le vois. Ouais, ça c'est vrai que c'est fou folie, parce que. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est Dortmund qui l'a voulu aussi. Oui, c'est compliqué de vouloir changer son braquet pendant le match, sachant que tu sais que l'équipe en face, elle est là, elle est un peu attentiste, elle part en transition, elle défend bien. C'était pareil. Adeyemi, il a passé son temps, enfin, il a plus défendu qu'attaqué. Ouais, et ça a été vraiment un train sur son côté gauche. Non, c'était. Je pense qu'ils ont été surpris, mais je te rejoins dans le sens où il faut gagner en expérience, plus de vis et savoir s'adapter aussi ponctuellement en fait. Il y a un gros point d'interrogation aussi concernant Luis Enrique, c'est sur ses changements. C'est deux premiers, je fais référence évidemment à Beraldo et à Randal Kolo Muani. Lucas Hernandez se blesse, d'ailleurs vous l'avez tous vu, saison terminée, il ne pourra même pas jouer l'Euro, en plus de louper donc, le match en 2025, voilà. C'est bien pire. En 2024 oui, en 2025. Il revient qu'en 2025. C'est ça, ouais. Donc, encore une fois, on rappelle qu'il s'était fait les croisés durant la dernière Coupe du Monde, donc vraiment malédiction pour le défenseur central parisien. Et il fait rentrer Beraldo. Là, le point d'interrogation, c'est que, ok, Beraldo est arrivé en cours de saison, il est arrivé en janvier, mais jusqu'à présent, il y avait eu un gros recrutement à ce poste-là, en la personne de Milan Skriniar. Ouais. Il y a aussi Danilo Pereira. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce changement est justifié? Est-ce que ça y est? Pour vous, Beraldo est au-dessus au niveau hiérarchique par rapport à Danilo Pereira ou par rapport à un Milan Skriniar, Bobo? Si c'est le cas, moi j'avoue je le comprends pas trop parce que même si Beraldo, tu vois, il a montré de bonnes choses à certains moments, c'est vrai que Danilo cette saison prouve match après match que il a pas, enfin tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait des étincelles, mais par contre c'est quelqu'un sur qui tu peux compter à tous les matchs et qui fait vraiment peu d'erreurs. Donc j'espère pas qu'il y ait un truc de hiérarchie, en tout cas, qui s'est établi et que là, c'était un choix peut-être de profil et par rapport à ce qu'ils voulaient mettre en place. Après, moi, j'avoue, je préfère... mettre un gaucher, peut-être Ouais, mais moi, je préfère... Après, dans l'absolu, je préfère Danilo, quoi qu'il en soit, dans les trois qui restent debout, là. Skriniar, j'avoue, il m'a pas convaincu plus que ça. Beraldo, je trouve qu'il y a encore trop de trous d'air et Danilo, il est quand même très fiable. Donc, moi, j'ai pas compris le changement. Sincèrement, même... Depuis jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question pourquoi en fait. Comme tu l'as dit, on est en demi-finale. On ne peut pas expérimenter, on ne peut pas innover à ce moment-là
la compétition, de la On saison. parle d'expérience il y a 2 minutes. Donc c'est tu vois. ça. Donc Ouais, c'est expérience. vraiment moi. Enfin, ce choix est vraiment étonnant. Hein. J'aimerais bien qu'on me l'explique, C'est mais étonnant, vraiment étonnant. Après, Danilo, Skriniar, c'est le patron. Skriniar, voilà, on sait que il n'est pas mobile. Tout ce qui se passe derrière son dos, c'est cata. Il est très costaud. Bon, c'est un grand défenseur, mais pour le PSG, c'est pas le bon fit. Mais franchement, le choix de Beraldo over Danilo. Ce qui est incroyable, c'est que après Marquinhos, après Mbappé, le capitaine, c'est Danilo Pereira, donc c'est ça qui est un petit peu. Et c'est surtout petit peu étonnant. un leader de vestiaire, c'est quelqu'un que tout le monde écoute. Quand on a vu pendant tout le match Marquinhos crier et personne n'écoutait, j'avais encore l'impression de revoir cette image comme chaque année où il crie, personne n'entend. Danilo, il aurait servi même mentalement pour l'équipe, pour la stabilité, il est fiable, tu l'as dit. Voilà. Beraldo, pour moi, il n'est pas fiable. Ouais, son premier match de Ligue surtout. Ouais, pas pour l'instant, en tout des cas. Champions, c'est le match aller contre la Real Sociedad. Hein. Donc il a découvert la Ligue des Champions il y a 2 mois. Il a découvert l'Europe en janvier. Il a découvert l'Europe en janvier. Et Colomani, n'en parlons pas. Enfin, je suis désolé. Alors justement, avant de vous poser la question, je voudrais comparer un petit peu les statistiques de Randal Colomani et de Gonzalo Ramos sur cette saison. Randal Colomani, depuis le début de la saison, Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, c'est 9 buts. Et en 2024, c'est 2 buts. Seulement, un en Coupe de France et un en Ligue 1 contre Brest. Gonzalo Ramos, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est 14 buts et en 2024, c'est 8 buts. Et j'ai regardé, il n'a joué que 5 minutes pour l'instant en 2024 sur la phase finale de Ligue des Champions, ce qui est très très peu. Ricky, ta réaction quand tu as vu que c'était Randal Colomani qui était le premier joueur offensif à rentrer et qui remplaçait Bradley Barcola? Non, moi je me suis dit c'est le ressenti encore du coach. Par rapport, encore une fois, le contexte, tu sais qu'on est sur un terrain, tu sais très bien aussi Alex, il y a une saveur particulière. C'est pas comme si on était devant la télé ou devant son ordinateur. Je pense qu'il a voulu mettre davantage de vitesse, apporter un peu de folie, ou alors il s'est rappelé au bon Colomani de Bundesliga. Ça joue aussi. Qui connaissait bien le championnat. Ouais, ça peut jouer aussi, mais force est de constater que ça n'a pas marché encore une fois. Et Ramos est dans des bien meilleures dispositions récemment. Après, les stats, on laisse ça vraiment pour polémiquer, pas pour polémiquer, mais bon, pour discuter et tout ça. Mais pour moi, c'est pas le plus important, c'est la confiance à l'instant T. Je pense que Ramos, il est en pleine bourre. Non, mais surtout que quelques jours avant, il y a PSG Le Havre, Randal Colomani est titulaire. Il vit une rencontre un peu compliquée où il n'a rien à se mettre sous la dent. Gonzalo Ramos rentre, il fait une passe décisive et puis c'est lui qui met le but de l'égalisation à la dernière seconde. C'est à l'instant T. Encore une fois, on n'est pas à un stade où il faut expérimenter, où il faut innover. La vérité, avant Colomani, il y a Ramos, Kangin Lee, Asensio. Enfin, il n'y a pas tout de suite après Colomani. Il y a 3-4 joueurs avant lui. Il y a du choix, ouais. C'est avant lui même. Ouais, au-delà de ça. Ouais. C'est vrai. Bobo, excuse-moi, je sentais que tu avais... Non mais chose à après, je n'avais pas pensé à ça, mais je pense que l'argument de Ricky, tu vois, sur sa connaissance de la Bundesliga, et tu vois, je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre en compte à ce moment-là dans la tête du coach, tu vois. Mais c'est vrai que au-delà de la forme de Ramos actuelle, il y a quand même en termes de profil où tu vois qu'il y a pas mal de ballons qui traînent dans la surface. Quand on voit les situations dans lesquelles se retrouve Fabian Ruiz, je me dis que si c'est Ramos, en fait, il les met. C'est surtout qu'il manque quelqu'un dans la surface. Tu vois, il manque ce mec qui va... en fait, la balle, elle est au point de pénalty. Tu sais qu'il va cadrer, tu sais que... Et c'était compliqué, il y a un ballon qui traîne. Il est quand même... On s'est rendu compte que physiquement, ça tenait vraiment la route dans la protection de balle, dans la manière de se faire de la place dans la surface. Quand tu vois le match que fait Hummels hier, peut-être que, tu vois... sur les 10 dernières minutes, Ramos, il aurait pu aller le secouer. Moi, j'avoue, je comprends pas trop le remplacement de Colomani, même dans le poste pour poste, tu vois, par rapport à Barcola. Et j'avoue que j'étais pas très en confiance de le voir rentrer. Je me suis pas dit, il va nous apporter un truc. Et quand on arrive à ce point-là, pas de défiance, mais un petit peu, tu vois, les gens, quand ils regardent le match, ils arrivent plus à croire en lui, n'arrive plus à voir. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il veut. Ouais, c'est pas le joueur, on n'a rien. Non. C'est juste que c'est pas le mec à rentrer à ce moment-là, en ce moment, c'est tout. Et histoire de continuer un petit peu de décortiquer par point clé, un mot quand même des latéraux. On rappelle, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, c'était les points forts du Paris Saint-Germain sur le match retour en quart de finale contre le FC Barcelone à Montjuïc. Là, c'était... J'allais dire un point faible, non, 2 des points faibles du Paris Saint-Germain hier contre Dortmund. Peut-être un mot d'abord sur Nuno Mendes. Jo, est-ce qu'il t'a semblé
à 100%, à court de forme. On rappelle, Nuno Mendes, il a repris en février dernier, ça faisait près d'un an, 10 ou 11 mois qu'il était blessé. Est-ce que tu as senti qu'il avait suffisamment de jus, de coffre pour affronter une demi-finale de Ligue des Champions? Oui, j'ai juste vu, comme depuis qu'il est arrivé, moi j'adore ce joueur, sauf qu'il ne sait pas défendre. Et tu parlais du match retour à Barcelone, le but il vient parce qu'il fait n'importe quoi sur Yamal et après il y a un centre et il y a but, quoi, tu vois, mais il se fait déjà, en un quart d'heure, il prend déjà le bouillon. Au-delà de ça, il a été bon par contre à Barcelone. Après, oui, il a été bon. À 11 globalement. contre 10, c'est plus simple. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a des très grosses difficultés défensives. Quand tu le mets dans la difficulté, c'est très, très, très compliqué. Donc, Fabien Ruiz, on l'a beaucoup moins vu pendant 60-70 minutes parce qu'il aidait beaucoup Nuno Mendes, parce que Barcola défendait sur Hummels, et des consignes, il devait laisser libre Rielson. Ouais. Donc la relance. Il y avait beaucoup d'espace. mais c'était des consignes de relance. C'est-à-dire qu'il fallait que le ballon de Dortmund aille sur Rielson. Donc il y avait à ce moment-là un décalage de ce côté-là. Fabien Ruiz allait aider Mendes, mais c'était compliqué. Enfin, franchement, je ne sais même pas s'il a récupéré 3 ballons dans le match. Ouais, et puis au-delà des carences défensives hier, je trouve que là où il est très performant d'habitude, c'est qu'il va aller prendre de la vitesse, gagner des 1 contre 1. Et hier, il a perdu énormément de ballons faciles aussi, tu vois, sur des relances, mais aussi dans des prises de risque sur des dribbles où d'habitude ça passe. Là, il est quasiment jamais passé. Donc je pense que ça aussi contraste énormément son match par rapport à ce qu'on voit de lui d'habitude, où on connaît les petites difficultés ou les petites errances qu'il va avoir, mais il va compenser sur la vitesse, sur l'impact. Là, c'était pas le cas du tout hier, et offensivement, je l'ai trouvé quand même très, très, très en difficulté, notamment pour ressortir des 30 premiers mètres du Paris Saint-Germain, ce qui les a mis énormément en difficulté. On va dire que j'insiste un peu, mais Ricky, je voudrais avoir ton œil d'ancien foot là-dessus. J'insiste, il a été blessé pendant près de 11 mois, donc bien sûr, si le PSG l'a relancé, le met titulaire, c'est qu'il l'estime au niveau physique. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une rechute dans le volume de jeu ou dans le foncier, pas à l'instant T, mais sur peut-être un moyen terme? Donc là, il est revenu en février, il était peut-être à 100% pour reprendre, mais plus les échéances arrivent, plus les échéances très importantes arrivent, et peut-être que il y a un coup de mou qui devrait arriver. Est-ce que c'est possible après autant de temps de blessure? Sur le plan strictement physique, ouais, forcément. Quand tu reprends la compétition après 6, 7, 11 mois, forcément, tu connais un pic de forme qui était au max, parce que tu es bien, tu reprends, tu es plein d'énergie. Après, forcément, tu as un peu la rechute, on va dire, physique, voire même psychologique aussi. Ouais. Athlétique, exactement, c'est le terme que je cherchais. Et du coup, j'espère que ça va pas être à ce moment-là, parce que il reste peu de matchs, il doit garder le cap, mais force est de constater qu'il n'a pas été à son avantage hier, il a moins pris le couloir. Je pense que si, à l'image de l'équipe, il a été moins bien, peut-être surpris par le contexte, surpris même surpris par Sancho aussi, parce que Sancho, encore une fois, moi je reviens pas de son match. Moi j'ai l'image d'un Sancho depuis quelques années fébrile, moyen, comme Adeyemi. Mais force est de constater que Dortmund, ils ont surperformé. Ils ont vraiment surperformé. C'est pour cela. Ce que tu veux dire, c'est que la réussite de Dortmund sur le match, c'est qu'ils ont réussi à faire défendre les latéraux. C'est-à-dire à les mettre en difficulté. Exactement. À les faire douter. Ouais. Exactement. À partir du moment où ces latéraux-là, super offensifs, Hakimi, on en parlera, ou Nuno Mendes, ils pensent 2 fois avant d'attaquer. Ils y pensent à 2 fois, ils y vont pas à fond. Vous voyez Hakimi, des fois il accélérait, mais hop, pied sur le ballon, on fait tourner. Mendes, à chaque fois c'était pareil. Et du coup, forcément, tu sens l'équipe qui avance moins. Après, et ils se sont vite. Le rapport de force inverse. Dortmund s'est calmé. Ils étaient cuits. Physiquement, c'est là où il y avait plus d'espace. Et c'est là qu'on n'a pas que le PSG n'a pas pu en profiter. On n'a pas pu en profiter. Ouais, le cœur parisien parle toujours un peu, mais je parle du club français en fait. Pour évoquer Achraf Hakimi, on sait qu'il est très très fort. C'est l'un des meilleurs du monde à son poste. Mais la question que je me posais, c'est peut-être très naïf, les gars, mais j'ai l'impression qu'au moment où on l'attend le plus, donc dans les matchs très très importants, donc comme une demi-finale de Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il est moins bon, tout simplement, qu'on le voit moins. Hier, il a été, je trouve, très décevant par rapport à ce qu'il peut apporter. Et est-ce que, selon vous, c'est possible qu'il fasse un petit complexe de supériorité? Je vous dis ça parce que
quand on compare un petit peu à des... peut-être pas meilleurs que lui sur le plan individuel, mais à des plus fiables ou des latéraux qui Genre font un partie des Walker, cadres. un mec comme ça, tu veux dire? Mais je pense à un Dani Carvajal, un Joshua Kimmich. À l'instant T, au moment où ils sont le plus attendus, ils répondent présent que... Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un duel exceptionnel hier soir, Adeyemi-Hakimi. Ça a duré très longtemps, c'était dans les deux sens. Adeyemi, ça a été pour moi le meilleur du côté de Dortmund, donc vraiment, je trouve qu'il a été en difficulté, c'était inévitable, vu la forme d'Adeyemi sur le match. Mais je trouve qu'il a corrigé ça, il s'est battu, il n'a pas abandonné, il a fait beaucoup de fautes sans prendre trop de cartons, tu vois. Franchement, je trouve que... Alors, il a pris un peu le bouillon au début, mais il s'est vite repris. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, quand Paris a pris le dessus sur Dortmund, c'est là où lui a pris le dessus aussi sur Adeyemi, et dans ce couloir. Parce qu'on a vu beaucoup plus d'actions, on a aussi parlé de Dembélé, tu vois, mais je trouve qu'il est venu vraiment aider Dembélé sur ce couloir-là. Et c'est là qu'on a retrouvé les automatismes Dembélé, Hakimi, quand ça allait mieux, je trouve. Donc je trouve que... je trouve pas qu'il ait fait un si mauvais match que ça, après coup. Non, il a pas été mauvais, mais il a été en difficulté par moment. On le voyait pas mal nerveux sur certaines attaques de Madsen ou d'Adeyemi. Après, pour revenir un peu à ta question, Alex, si je peux me permettre, par rapport, tu le compares avec d'autres défenseurs, je pense que là, Hakimi, il commence à perdre un peu de sa spontanéité. Il perd un peu de sa jeunesse. Alors, ça reste un super latéral, il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs. Mais j'ai l'impression, là, il va commencer une nouvelle phase. Là, il a 25 ans, il a 24, 25 ans, voire 26. Et on va attendre de lui qu'il soit efficace. Ok, marquer des buts, c'est bien, des coups francs, ça, mais il va falloir qu'il soit fort des deux côtés, on va dire, offensivement et défensivement, à l'image d'un Walker un peu. Donc, ou d'un Kimmich. Oui, qu'il fasse évoluer son jeu. Ouais, exactement. Ouais, maintenant, est-ce qu'il est capable de ça ? Là, c'est la grosse interrogation. Dans une période un peu là, c'est des charnières, parce que là, c'est plus un jeune, c'est plus une promesse. Il va plus tout le temps jouer sur l'enthousiasme. Il va falloir qu'il évolue sur son jeu. Et là, on a vu un peu les prémices. Et puis, je trouve là, il tombe contre des joueurs plus jeunes que lui, plus de fous que lui. Donc, comment il va réagir à tout cela ? Je trouve qu'il n'a pas été aidé non plus par Zaïre Emery, tu vois. Non. Dans l'utilisation du ballon, on en a parlé, mais je trouvais que Warren Zaïre Emery était vraiment en dessous. Avant, quand on l'a adoré en octobre-novembre, c'est parce qu'il avait une projection de 20 mètres vers l'avant tout de suite dès qu'il avait le ballon, qui était exceptionnelle. Là, hier, je ne l'ai pas vu. Tu vois, je ne l'ai pas vu. Non, en fait, Warren, hier, il a eu un jeu assez neutre. Il a été bon dans la gestion de ballon, même s'il a eu quelques pertes de balles, mais il a été bon dans son registre. Après, le fait d'être milieu de terrain, on va dire un peu 3/4, demi-espace, aller chercher sur les côtés, il a beaucoup couru, on n'en se rend pas compte, mais il a beaucoup couru. Après, encore une fois, c'est son style de jeu. On ne va pas attendre de Warren, qui fasse comme alors que tu mets toujours ses chevauchés, marquer des buts de 20 mètres. Non, c'est un joueur de devoir, ça reste un joueur de devoir, et ça le restera. Sauf qu'il est jeune, il est très bon pour son âge, mais ça restera un joueur de devoir pour moi, Warren. C'est peut-être innocent et naïf comme question, mais est-ce que vous pensez que les joueurs du Paris Saint-Germain comprennent toutes les consignes qu'on leur donne ? Tu m'as déjà posé la question. Ouais. Et tu m'avais répondu quoi ? Est-ce que ta réponse c'est la même ? Je trouve pas parce que là, on dit quand même plein de choses. Warren Zaïre Emery qui doit être milieu central, mais qui doit décaler, qui doit faire ça en fonction de Achraf Hakimi depuis le début de saison, qui est latéral sur le papier. Quand ils ont la balle, il a un rôle plus intérieur, mais quand c'est Dembélé... Non, mais hier, il n'y avait pas de truc trop compliqué. Il y avait juste... moi, je pense à Ousmane Dembélé. L'animation défensive de Warren Zaïre Emery, c'était d'être milieu droit. C'est tout. Enfin, il n'y avait pas rien de compliqué. Le rôle de Dembélé défensivement, c'était de prendre Emre Can. Ce qui pour moi n'est pas un truc extraordinaire comme consigne à faire dans un match comme ça. Je suis désolé, mais je préfère laisser le ballon à Emre Can qu'à Brandt, qu'à des joueurs techniques, des Sabitzer, des mecs comme ça. Donc moi, j'ai pas très bien compris Je trouve pas que ce soit une bonne consigne à donner, mais la consigne en elle-même, elle n'est pas compliquée. Non, je trouve pas. En plus, la question, c'est pas de savoir forcément s'ils la comprennent, mais s'ils l'appliquent. Tu vois, dans l'état, je pense que Dembélé, tu vois, il l'a appliqué la consigne. Bien sûr. Est-ce qu'il la comprend ? C'est finalement moins important. Si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est là qu'on va juger la décision de Enrique. Mais est-ce que tu as toujours eu besoin, je te pose la question, de comprendre ce que ton entraîneur il voulait exactement ? Est-ce que les entraîneurs ils étaient dans la démarche d'expliquer à chaque fois le pourquoi du comment de toute leur animation quand ils te demandaient à toi de faire... Non, mais après, quand c'est des animations
aussi complexe que Luis Enrique, parce que tu l'as dit, hein, c'est vraiment complexe. Hein. Ça reste des consignes claires, mais c'est complexe. Il suffit qu'un se loupe et ça crée un déséquilibre et tout est remis en cause. Par moment, tu as des coachs qui ont des systèmes de jeu, des animations, des plans de jeu plutôt basiques. Donc ça va, tu arrives à maîtriser, c'est assez simple. C'est pour cela, Luis Enrique, il est très exigeant. De toute façon, on le voit hein, sur le banc de touche, même de la télé. Il est très exigeant sur les placements, en phase de possession ou non possession. Il y a des rôles bien définis, comme tu l'as dit, hein, Zaïre Emery qui doit se mettre sur le côté droit quand il n'a pas le ballon. Donc, en fait, il faut que tout soit bullé. Et dès qu'il y a un petit manquement, c'est là en fait, que tout s'écroule. En fait. Donc, et puis, il a déjà fait jouer en plus latéral droit cette saison, tu vois, Zaïre Emery. Donc, je pense que c'est un truc qui a été fait progressivement. C'est pas juste sur ce match où ils ont fait ça. Même d'ailleurs, ils l'ont fait au parc avec Dembélé. Mais après, c'est pas la même chose. Hein. Tu sais, des fois, les déplacements et la position, c'est totalement différent. Oui, comme tu le disais. On l'a déjà vu contre Barcelone. Ouais, après, bon, il s'adapte. Après, je pense qu'il travaille aussi. Hein. Il travaille au quotidien. Je pense qu'Enrique, c'est un féru tactique. Et puis, les joueurs sont aussi intelligents. Enfin, ils savent. Mais encore une fois, ça peut être exigeant. Parce que quand tu me disais, quand tu vois Zaïre Emery faire ces fameuses courses-là, tu perds 2 secondes ou même 1 seconde, le mec est devant toi, c'est plus la même phase de jeu. Hein. Si Madsen il est avec, il y a décalage. Hein. Si Madsen il est devant Emery en pleine vitesse, et Hakimi défend d'une manière différente. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé souvent, très souvent d'ailleurs. C'est pour cela, c'est très pointilleux. On tourne autour du truc, mais on en revient toujours au même truc, c'est que Luis Enrique, pour moi, il s'est planté pour le match. Parce que au final, les joueurs, ils ont respecté les consignes. Donc il s'est planté dans quoi, dans ses choix de joueurs, dans son approche du match. Mettre Dembélé en marquage de Emre Can, je suis désolé, non, tu vois. Enfin, moi, je pense pas que ce soit nécessaire, tu vois. Plutôt que de le mettre à droite et de faire défendre ces Madsen qui sont des mecs offensifs. En fait, leur faire ce que nous on a subi, c'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Si tu as la possession, en tout cas les faire défendre comme Adeyemi l'a défendu, mais tu voyais. C'était quand même pas son rôle de défendre Adeyemi. Il l'a fait, il a très bien fait d'ailleurs. Mais bon, on était moins en danger quand il défendait que quand il attaquait, tu vois. On a toujours le même truc. Maintenant, si tu regardes en performance individuelle sur les animations offensives du PSG, Dembélé, il rate quoi 3 buts. Il a quand même une occasion, il doit la mettre. Hein. Au moins la cadrer sur la gauche. En une touche de balle. Là. Oui, et puis la reprise qui vient de derrière. Ouais. Mbappé sur la louche. Il la top un peu au sol, il peut la mettre. Tu vois. Et un poteau, c'est ça Non, il y a la première où il fait le. Oui, il y a celle d'Hakimi où il y a le retrait. Tout début du match. Tout début, quand il fait le crochet, il fait tomber. Celle-ci, mais elle est dure. Celle-là, c'est une situation qui se met. Ça compte pas. Voilà, c'est des occasions de. C'est pour cela, après, je pense qu'on en reparlera, mais c'est pour cela qu'il y a des motifs de satisfaction. Il n'y a pas de motif d'inquiétude, en tout cas. C'est pas où il y a des motifs de pas trop s'inquiéter. Voilà, ça. Pas d'espoir. De tranquillo. Qui a été bon? Marquinhos a été bon? Vitinha a été bon? Vitinha était très bon. Surtout en première mi-temps. Très bon. On l'a moins vu, mais surtout en première mi-temps. Les 5 interceptions en 20 minutes, je crois. C'est là que tu vois que tu n'as pas besoin de mesurer 1m90, 80 kg pour récupérer des ballons. Surtout dans l'agressivité. L'anticipation. Il voyait tout à un moment. C'est juste dommage qu'on n'a pas pu l'avoir plus haut, quoi. Il avait ce rôle de sentinelle, mais je pense que Vitinha plus haut, il peut faire davantage de dégâts. Donnarumma était bon. Après, c'est tout. Genre, je suis désolé, j'ai aucun joueur où je peux te dire, il était bon, il était fort. Marquinhos, non, je sais pas si tu as dit Marquinhos. J'ai dit Marquinhos, Vitinha, Donnarumma. Donnarumma, il fait quand même des arrêts, attention. Ah ouais, sur le but, il peut rien faire. Je vois le temps qui défile, là, qui passe. Je voulais, avant de finir bien cette émission, je voulais vous poser une question. Mais d'abord, je vais vous donner des chiffres. Je me suis amusé à comparer un peu les parcours européens des autres demi-finalistes. Dortmund, depuis le début de la campagne européenne, c'est 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites, dont une contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich, 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Le Bayern Munich finit à la dernière seconde contre le Lazio. Dans les 10 dernières, voilà. Sur un penalty, le carton rouge d'Upamecano. Sachant que le Bayern de Munich a fini sa phase de groupe avec 5 victoires et un nul en 6 rencontres. Le Real Madrid, 7 victoires, 4 nuls et le Real Madrid a fini sa campagne de poule avec 6 victoires en 6 rencontres. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de cette saison de Ligue des Champions 2023-2024, c'est déjà 4 défaites. Je vous pose la question, est-ce que le Paris Saint-Germain, en comparant aux autres demi-finalistes, a une vraie allure de demi-finaliste de Ligue des Champions selon vous? Moi, je vais te dire, ils avaient eu des allures de champions même. Ah ouais. Un parcours aussi chaotique.
Ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire, tout ça là. C'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça. Ouais. Il y a un C'est petit ça truc en comme fait. ça. C'est tellement chaotique, c'est tellement irrationnel que Ils peuvent aller au bout, ils peuvent aller au bout en fait. Autant à l'époque des Zlatan, tu sais, 2017 ou T'as 2017, l'impression que ça tout roule était, dessus. voilà. Et... Et tu te trouves un accro, tout s'écroule. Là, autant ils construisent leur saison sur des difficultés, ils avancent un peu de manière laborieuse, mais à la fin, l'apothéose. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. La dernière victoire du Real, ils ont que des matchs un peu accrochés, tu vois, sur les allers-retours, avec des scénarios improbables. Il n'y a pas de match vraiment maîtrisé. Tu vois, avec l'égalisation ou le but de Rodrigo dans les dernières secondes. Pour moi, c'est pas forcément ça. Tu vois, ça parle pas. Ça veut pas dire forcément grand chose, parce que tu sais que tu vois là, tu prenais l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais on pourrait en sortir plein des exemples de, tu vois, d'équipes qu'on n'attendait pas forcément. Le Chelsea de Di Matteo, même l'Argentine à la Coupe du Monde, tu vois. Quand tu regardes le parcours, tu t'attends pas forcément à ce qu'ils aillent au bout. Je sais pas. Chelsea Di Matteo. Bon. Mais c'est pas une question d'être bon. Non, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un certain niveau minimal pour battre un Real ou un Bayern en finale. Évidemment. Évidemment, mais même si sur un match tout est possible, évidemment. Mais tu t'arrives. Déjà pour passer Dortmund, il faut être un tout petit peu bon, quoi. Après, un tout petit peu. Juste. Après, c'est pas que de la chatte. Si t'arrives en demi-finale Ligue des Champions, tu vois, on peut. C'est un tirage de fou et un fait de match. Ouais, après, il faut dire la vérité, c'est un tirage aussi favorable. Ouais. Et un fait de match. Même la phase de poule. Si le Milan AC ne bat pas Newcastle, Paris Saint-Germain finit en Europa League, quoi. C'est ça qui est. C'est fou. Mais parfois. Bon, après, avec tous les six. L'histoire, c'est pas que de rouler sur une compétition pour la gagner. Non, je suis pas d'accord. C'est pas un truc de supporter. Tu vois, on en a plein des exemples. Si tu regardes l'histoire de la Ligue des Champions, des vainqueurs qui n'avaient pas surdominé ou qui n'avaient pas l'équipe la plus forte du truc, il y en a eu plein. Genre qui? Non, mais City à plusieurs reprises quand même. Genre qui? Mais même le Real qui a gagné genre en surprise ou je sais pas quoi. Non, c'est pas surprise, mais c'est pas en étant vraiment la meilleure équipe de la compétition. Ça arrive régulièrement. L'Argentine, tu veux dire par exemple? Non, mais même en Ligue des Champions. Que ce soit les deux de Chelsea, ça, il a pas tort. Di Matteo, Thomas Tuchel. D'accord, mais c'est des grands clubs, les gars. C'est des grands clubs. Mais c'est comme ça que tu deviens un grand club. Il faut essayer à un moment, c'est aller chercher la première. Vous êtes surpris à chaque fois qu'il se passe. C'est le moment. C'est le moment. Des croisés en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça reste. Vous vous rendez compte? C'est ça le PSG. Ça reste dans l'ADN de cette équipe. Son but encaissé. Non, mais c'est ça le PSG. Il y a toujours un truc de fou qui se passe. Et tu vas encore être déçu, Brice. Oui, bah c'est sûr. Mais je veux pas. En fait, je trouve que le sport. Non, mais c'est pas une question d'être optimiste. C'est que le sport, la beauté du sport, et tu le vois dans plein de compétitions. T'as des mecs, des fois, ils sortent de nulle part, on les attendait pas, ou ils sont. Même dans des sports individuels, des gens qui sont champions du monde à la fin de leur carrière, tu vois, en escrime ou j'en sais rien, alors qu'ils ont paumé toute leur vie. Et à un moment, tu as un déclic, tu as un truc qui se passe. Le sport, il n'y a pas de loi, il n'y a pas la meilleure équipe. C'est pas la meilleure équipe qui gagne à chaque fois, et c'est pas le meilleur sportif. C'est le meilleur le jour. Plus dans le foot. Tu peux et sur des doubles confrontations. C'est quand le déclic cette saison? Moi, je sais pas. Peut-être. Pour moi, il n'a pas encore. Non, il n'y a pas encore eu lieu, mais c'est pas pour autant que tu peux pas aller la gagner. C'est pas une science exacte, il n'y a pas un truc de... On va y arriver. Après, si tu veux, c'est entre est-ce qu'elle a de l'allure ou est-ce qu'elle le mérite, c'est encore deux choses différentes, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Tout le monde va dire jusqu'à... C'est mardi le match? Ouais. Tout le monde va dire jusqu'à mardi, franchement, Dortmund, c'est faible. Il suffit de gagner de 1 ou 2 buts d'écart pour s'assurer et pour passer, etc. Ils vont l'entendre 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et comme d'habitude... Les joueurs, tu parles? Les joueurs, l'environnement. L'environnement du club, voilà. Ouais. Déjà, Nasser s'est sorti, on est le lendemain du match, hein. Nasser a dit dans l'entourage, c'est sorti aujourd'hui, qu'ils avaient sorti le Barça en ayant perdu le match aller, qui était plus fort que Dortmund, enfin tu vois, mais comment est-ce que tu veux progresser dans ces clubs-là? C'est pas possible. Il faut aller gagner ce match, quoi qu'il se passe, partir à la guerre et arrêter de faire n'importe quoi. Luis Enrique, il fait n'importe quoi à l'aller contre Barcelone. Là, il fait encore n'importe quoi à l'aller. Mbappé, le mec est top 3 ballons d'or. On le voit pas du match en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, il faut vraiment leur dire qu'ils ont été en dessous quasiment de tout. Faut dire la vérité. Mais je pense que c'est le cas. Mais je pense pas, moi. Je pense pas. Qu'ils ont été en dessous? Non, je pense pas qu'ils le savent. Qu'ils sont conscients de ça. Je pense pas qu'ils aient conscience de ça. Moi, je pense qu'ils ont surtout conscience qu'il y a une finale à jouer potentielle. Et moi, je pense aussi qu'ils sont conscients, surtout, qu'ils sont supérieurs à cette équipe-là. Mais c'est ça le problème. Non, mais le facteur à prendre en compte, c'est peut-être qu'ils auront aussi un facteur de confiance à mettre en ligne de compte. Et moi, je pense que malgré tout, cette défaite,
par un but d'écart, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Hein. Ils vont attaquer au parc vraiment pied au plancher. Ok, bon, j'espère qu'ils vont pas non plus faire des erreurs tactiques ou vraiment se faire avoir par Dortmund, parce que Dortmund aussi va arriver avec un plan de jeu. Hein. Ils sont conscients aussi. Je pense qu'ils sont très intelligents aussi du côté de Dortmund pour dire bon, on a gagné 1-0, mais au Parc des Princes, ça va être, ils vont laisser le ballon à ça va être le feu. Ouais, Je pense que c'est une bonne chose pour les Parisiens. Je pense que là, ils vont se reposer, ils vont envoyer l'équipe C, ils vont envoyer les U19. Il n'y a même pas de match, je crois. Ils ont reporté le match. Ah ouais, c'est vrai, le match est reporté carrément. Bah oui, bah non, c'est bon. Le match du Paris Saint-Germain, oui. Oui, Mais en match revanche, Dortmund joue. Et puis il y a aussi ce supplément d'âme maintenant avec la blessure de Lucas Hernandez, je pense. Espérons-le. Mais en tout cas, je pense qu'ils seront prêts pour ce déclic, justement. Rapidement, comment est-ce que vous envisagez le retour? Qu'est-ce que vous changeriez par rapport au match aller, Bobo? Si tu ne changes pas, tu peux... Non, mais après, je pense que ce qui a fait la différence à chaque fois, c'est surtout l'approche des matchs et la manière d'investir, enfin, d'embrasser le scénario. Donc, il n'y a que ça qui fera la différence pour moi. Puis je suis pas un assez fin tacticien, tu vois, pour me prononcer sur si un tel il est plus comme ci ou comme ça. Moi, je crois aussi beaucoup aux dynamiques, toujours parce que c'est la manière dont j'ai toujours vécu le foot, surtout dans les équipes où j'ai joué. Parfois, j'étais dans des équipes nazes et on a fait on a gagné des moments qui étaient un peu improbables. Donc et à l'inverse, j'étais dans des meilleures équipes où on paumait. Donc ça dépend toujours de ce que tu viens apporter de ton âme et comment tu arrives en tout cas à faire équipe ensemble et aller chercher un truc. Tu vois. Moi, je te pose une question en termes de joueurs. Tu mettrais qui en défense, Beraldo ou Moi, je mettrais Danilo. Je mettrais Danilo parce que là, tu vois, je parle plus justement de ce que tu transmets comme sensation, comme onde à tes coéquipiers. Et que Beraldo, tu vois, là, je ne joue même pas sur un aspect technique, mais tu vois, je parlais de fiabilité tout à l'heure. Là, je mets Danilo parce que je pense qu'il y a quelque chose, t'as besoin de... C'est le patron du vestiaire, Danilo. Ouais, tout le monde l'écoute, en plus, il y a un côté... Et devant, tu laisses pareil devant? Devant, ouais, je laisserais pareil, mais je mettrais Dembélé vraiment à droite pour le coup. Après, j'aurais bien aimé voir un peu plus Gonzalo Ramos, mais... Deux vrais ailiers, en fait, alors. Ouais, deux vrais ailiers. Et toi, Ricky? On n'est pas à l'abri qu'il fasse un 3-4-3, un truc comme ça. Hein. Non, moi je pense qu'il doit partir sur le même dispositif. Danilo, moi je suis un peu comme Boris. Tu mets Danilo pour la stabilité. Tu pars sur des bases solides, tu pars sur des choses vraiment concrètes que tu connais. Tu mets Danilo, tu mets tes vrais ailiers. Moi je mettrais peut-être Ramos dans l'axe pour un peu pilonnistement aller. Et t'enlèves Barcola? Ouais. Il était très bon à Barcelone en sortie de banc au match. Voilà, après tu peux faire rentrer pour un peu pour dynamiter selon le scénario du match. Moi je pense que tu dois mettre un Ramos ou alors tu fais l'inverse, tu laisses Mbappé dans l'axe, Barcola, mais tu mets des vrais ailiers pour le coup et tu exploites tout ça. Et puis après, selon le déroulé du match, tu fais rentrer Ramos plus ou moins tôt dans le match. Il va faire un truc original. Je pense qu'il va mettre Asensio au milieu ou un Canguilhem à la place de Ruiz. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va vouloir amener un peu plus de vitesse au milieu, un peu plus de légèreté qu'il a manqué un peu. De dynamisme. Ouais, de dynamisme, tu vois. Et je le sens faire un truc comme ça. Après, voilà. J'espère qu'il fera un 4-3-3 classique. Ouais. Un truc ancré où on sait que c'est le schéma dans lequel on est le moins mauvais, quoi, tu vois. Ouais. Et qu'on a le plus de certitude. C'est ça, le plus de certitude. Jo, j'allais te demander comment est-ce que tu sens la demi-finale, mais je sais que tu voulais montrer une photo parce qu'il y avait quelque chose qui t'avait chagriné, qui t'avait un petit peu énervé. Si, tu disais, parce que tu parlais d'optimisme, le Paris Saint-Germain, et on va voir la photo tout de suite sur les sites de Paris en ligne, le Paris Saint-Germain est donné largement favori, que ce soit en termes de qualification ou en termes de victoire. Je suis, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas que... Pour toi, donc Paris n'est pas... 1,41 la victoire, ça vaut 1,70 par exemple. 1,60, enfin, c'est... Et je ne comprends pas que Paris soit à ce point favori dans les codes pour la qualif, tu vois. Pour toi, c'est quoi? C'est du 50-50? Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Ah ouais, t'es rabat-joie aujourd'hui, là. Mais t'as vu le match qu'ils ont fait hier? Bah, t'as vu son pull. Mais est-ce que tu as vu le match qu'ils ont proposé hier? Mais moi, en fait, j'ai surtout vu la belle performance ou la surperformance, encore une fois, de Dortmund. Au-delà de la contre-performance parisienne. Ben oui, mais moi, j'ai un problème, c'est que contre Barcelone à l'aller, ils n'étaient pas bons. Contre Barcelone à 11, au retour, pendant un quart d'heure, ils sont pris de but direct. Contre Dortmund à l'extérieur, ils perdent 1-0.
Enfin, ils sont bons camps en fait. À Newcastle, ils se font exploser 4-1. Ouais, mais À justement, Milan, ils ça perdent prouve une 2-0. certaine régularité dans leur Bah ouais, mais Ouais, tu mais- vois, contre-performance. c'est embêtant quand même. Ça avance, ça mais, avance. mais une capacité à renverser les scénarios. C'est ça. Et ça, Totalement. c'est une vraie C'est compétence. Hitchcockien en fait. tu vois. exactement. C'est une vraie compétence. Ouais. Toi, tu sous-estimes trop le pouvoir du cerveau. Moi, j'ai très peur. Bon, Je vous dis un truc, j'ai très peur du match nul au retour. Non, mais je parle des joueurs. Et je pense qu'il y a pour moi, il y a un truc, c'est que je mets ça au même niveau, tu vois, ce que tu vas renverser les scénarios, aller chercher un truc. Finalement, qu'est-ce qui te rend méritant, c'est de retourner un peu l'histoire, tu vois. À Barcelone, moi, tu vois, alors c'est pas être d'accord ou pas d'accord, mais il y a quand même un truc qui s'est passé. À Barcelone, contre Barcelone, tu perds chez toi à l'aller, tu arrives à les gagner. Au retour là-bas, tu te qualifies là-bas. Là, tu paumes à l'aller. Sans faire, tu vois, de Nasser qui se dit on a déjà gagné ou je sais pas quoi. J'espère qu'il se dit pas ça. Mais il y a quand même quelque chose de beau, tu vois, dans ce que tu proposes comme histoire dans le football, de dire tu t'es construit dans la difficulté, etc. Et puis, comme le Final 8, c'est un peu des trucs comme ça. C'est pas forcément des beaux matchs, il y a un beau tirage, mais il y a un truc où tu retiens quand même d'avoir retourné le match contre l'Atalanta dans les dernières secondes. Avec Choupo-Moting, Pour moi, ce qui est beau, c'est gagner 2-0 à l'aller à Dortmund et 3-1 au retour. Ouais, non mais Il y a tellement la place. mais c'est pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais C'est pas un question, club je veux comme dire. ça, tu vois. À un moment Ouais, et donné, puis t'es obligé d'y aller quand même, de gagner des matchs comme ça pour gagner la compétition. La Sociedad, ils étaient à la rue totale. Paris a gagné tranquille. Barcelone, ils font une saison qui est très, très, très médiocre. Moyenne, ouais. Ouais, tu vois, moyenne. Je suis pas certain que Paris passe à 11 contre 11 au deuxième match. Ils étaient vraiment dominés déjà d'entrée. Là, tu joues Dortmund, qui est 4e ou 5e de Bundesliga. Cinquième, ouais. Moi, j'ai un pote aujourd'hui qui m'a dit « Ouais, ils en ont mis 4 à Atlético. L'Atlético, ils sont à 20 points du Real. Il faut quand même remettre les choses, tu vois. C'est pas le meilleur Atlético, en effet. Et là, tu joues contre Dortmund, donc cette équipe-là, que je trouve très faible. Mais vraiment, Elle n'est pas très faible. bah, si tu veux, Elle est inférieure, si disons. tu veux, mais moi, je peux te dire qu'en finale, ils se font massacrer. Jo, il y a une chose à prendre en compte, c'est que le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire et ça commence dès mardi prochain, le 7 mai, au Parc des Princes, car en cas de victoire, n'oublions pas qu'il y a Benjamin Nivet qui va venir sur ce plateau raser le crâne de Jonathan. En finale. Si le Paris Saint-Germain gagne, oui, La c'est finale. la finale de Ah, la il Ligue des gagne. Champions, c'est pour ça que je dis. Ah non, Bah moi je voulais si. en finale. Non, bah, t'es malade. Voilà, le PSG. T'y crois, hein, La t'y cote à crois. 1,40 pour me raser la tête. Bon, ça va, il y croit, il y croit. Mais oui, le PSG a rendez-vous avec l'histoire. Imagine Benjamin Nivet qui rase ton crâne, ici sur le plateau de la zone. Et avant d'ailleurs de se quitter, je voulais aussi rappeler, annoncer quand même un événement. La zone sort de sa zone de La confort. zone est enceinte. Non, peut-être, espérons-le. Non, la zone sort de sa zone de confort. On va participer à un événement qui devient iconique au fil des années. On va faire partie de cet événement que vous voyez, la Champions League édition 2, après le succès de la première édition que vous avez pu voir d'ailleurs sur la plateforme Prime Video. On y sera donc avec toute l'équipe, évidemment, Mani, Jonathan, Bobo. Ce sera le 26 mai au Folies Bergère. On va vous mettre le lien en description pour Moi aussi, je l'achat serai là, des billets. Tu seras aussi. Ah oui, il y aura un nombre de zonards, il y aura Younes aussi, Mais il y a tout le monde. Depardieu, il y aura Nordine Ganso aussi qui y sera. Donc on y sera sous un autre format, une autre version de la zone, mais voilà, c'est toute l'équipe de production de Mosaïque 75 qu'on connaît bien aussi qui nous invite, et donc on y sera. Donc on a déjà hâte, avec Ricky aussi. Tu vas jouer au foot un peu là-bas? Non, Non je n'ai pas été convoqué. Hein. Moi, je viens en spectateur. J'étais lors de la première édition. Arrête. Mais alors, Je suis j'ai vu un petit peu comment ça jouait. Ils mettaient énormément de coups. Donc, à mon avis, si t'as pas tes protèges tibia, mieux vaut pas y aller. Bon, ça va alors. Non, mais après, jouer contre les Zidane, c'est bien. Ouais, Les fils Zidane, ça, c'est vrai, sympa. c'est quand même. plutôt cool. Ouais, vous verrez d'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite à voir la première édition. Ouais, c'était ça met très bien. l'humour, Franchement, foot. c'est sympa. Franchement, c'est très très cool. Ouais. Donc voilà. Bon, messieurs. Et on parle pas du Real de City, non? Pas la peine. Real City, pourquoi Real City? Non, je voulais juste te dire que Toni Kroos c'était le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà, c'est très important de le dire. En rapport à Il y a encore des joueurs de football sur Mais cette terre. Toni Kroos, il était en mission Voilà. à Munich. Hein. Il a Le des match qu'il a comptes à sorti. régler, hein. Ah ouais, Il y a encore incroyable. des grands Il a toujours joueurs des comptes à régler dans le là-bas. monde aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, et la relève est dure à trouver, je trouve. Et Non, en fait, ce qu'il faut dire, parce que Toni Kroos, maintenant, on le connaît depuis 15 ans, il n'y avait pas que Messi et Ronaldo, en fait. oui, Il y avait aussi sous Ouais, leurs ombres bien sûr. des joueurs extraordinaires. Et Toni Kroos en fait largement partie. Et dans sa qualité de passe, il y a du Marquinhos. Hein.
Toni Kroos aussi. Hein. Elle était pas mal quand même. Elle était pas mal. Passe presque décisive, trop décisive, faut croire, pour Fabien Ruiz. Bon, merci les gars, c'était cool. On se retrouve Merci à tous. le lendemain de la demi-finale retour. Donc ce sera le mercredi 8. On va tourner. Ça va être terrible. Hein. Ça va être magnifique. Ça va être Est-ce que tu vas avec le même pull? On se posait tous la question. Je vais t'aider un truc. Je mettrai mon plus beau costume croisé. J'ai déjà hâte. Il est beau en costume croisé en plus. Ouais, mais il est beau tout le temps. Machallah. Et prépare la tondeuse, Jo. La tondeuse, elle est déjà en train de charger. Merci Ricky, c'était très cool. Ah oui, À très d'ailleurs, vite. Moi- en cas de victoire, on fait une émission spéciale victoire avec tous les honneurs qui viennent. Ok, mais moi je suis là la semaine prochaine si vous voulez. Hein. Ah ben voilà. Parce Parce que c'est mercredi. Ah, non, je ne sais pas si on tourne mercredi, je sais plus. On verra si on tourne mercredi au J, parce que je crois que tu es plutôt occupé. Mais en fonction de quand on tourne, évidemment, tu es le bienvenu. Avec plaisir. On va voir, si c'est possible. Faut qu'on annule. C'est Klopp ou Guardiola qui doit venir? Les deux. On devait faire une interview croisée entre les deux. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Non, c'était pas une interview croisée, c'était une croisée entre les deux. Bon. Bon, merci en tout cas aussi aux honneurs habituels, Bobo et Jo, c'était extraordinaire. Merci aussi à vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On est à près de 180 000 abonnés. Non, on n'avait pas. Non, on est à près de 190, t'as raison. 190, oui, regardez aujourd'hui. Exceptionnel, exceptionnel, la zone qui... 190 000 ouais. euros. Bon allez, là on est tous un petit peu fatigués. Merci encore et à très vite sur la zone. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.